Merci Jean-François. On est de retour dans la zone Country Rock avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et comme on le fait tous les mardis de façon régulière depuis quelque temps, on va parler monnaie, on va parler argent, on va parler surtout gestion d'argent. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. La semaine dernière, on a jasé de choses et d'autres, de banques entre autres, un sujet qui a pris beaucoup de place. On a abordé néanmoins un cas particulier. Et Pierre-Paul, j'aimerais qu'on revienne sur ce cas-là pour peut-être aller plus en détail sur ce qui s'est passé avec notre jeune ami qui avait quelques difficultés comme tel, puis qui s'est retrouvé dans une situation très inconfortable finalement, qui a eu un bon coup de main de votre côté. Oui, puis en même temps, j'en profiterai après pour faire un petit peu donner aux gens les étapes. Là, c'est quoi les étapes? Une fois qu'on dit, là, OK, je suis pas certain que ça arrive, mes choses, c'est quoi les étapes, en fait, d'un redressement financier? Fait que ça pourrait être une bonne partie. Là. Fait que, le cas de Victor qu'on avait parlé la semaine passée, c'était essentiellement un jeune de 24 ans qui avait certains troubles là, de santé mentale, troubles cognitifs et qui travaillait à temps plein dans un dépanneur, mais évidemment pas à des gros revenus. Donc, avait accumulé là une quinzaine de mille dollars de dettes, là, des retards d'Hydro-Québec, des retards de loyer. Il y avait aussi une saisie de salaire qui était justement reliée à un jugement pour loyer impayé, si on se rappelle, là, ceux qui étaient là la semaine passée. Fait que dans le fond, ce qu'on avait fait, une des priorités, c'était évidemment suspendre cette saisie de salaire-là. Hein, fait que c'était une des raisons de déposer un dossier de faillite ou de proposition dans son cas, parce que ça suspend les procédures. Mais c'était aussi de regarder c'est quoi la stratégie de gestion budgétaire qui va permettre à Victor d'arriver. Parce que là, on se retrouve dans une situation où, OK, mettons qu'on règle les dettes, mais qu'on continue d'avoir un budget déficitaire, on n'a rien réglé. Puis moi, c'est sûr que la priorité que j'ai en rencontrant les gens, c'est pas juste de mettre un pansement sur un bobo, c'est aussi de s'assurer que dans le futur, on se retrouvera pas dans la même situation. Là. Ouais, c'est pas un cycle là, de retour, on revient toujours à cet endroit-là. On essaye, les gens vont peut-être le vivre une fois dans leur vie et on essaie qu'après ça, qu'ils s'enlignent puis qu'ils soient confortables avec leur système financier. La marche à suivre, si on avait une marche à suivre lorsqu'on s'enligne dans une direction qui peut être boiteuse un peu, ça peut être quoi? Ouais, je dirais qu'il y a 4 étapes là à faire, OK? Il y a la plupart de ces étapes-là peuvent se faire par soi-même. Là. C'est ça la beauté de la chose. Là. Donc, si on se questionne sur notre situation, on peut faire un grand bout par nous-mêmes. La première étape, ça serait, c'est toujours l'étape que je parle en premier, évidemment, c'est de faire un budget. C'est ce bout-là que les gens, des fois, savent pas par quel bout prendre ça, n'ont jamais fait. La grande majorité des gens n'ont jamais fait de budget de leur vie, malheureusement, alors que c'est un outil financier très, très puissant puis très important dans une vie. Donc, c'est vraiment ça la base. Moi, les gens que je rencontre, évidemment, la majorité n'ont jamais fait. Et ce que je remarque, c'est que plus les gens ont des revenus élevés, plus c'est difficile de faire un budget parce qu'ils ignorent une partie des dépenses. Tu sais, plus qu'on a de l'argent, plus qu'on va dépenser sans trop compter, on va dire. Donc, c'est souvent les gens qui ont des revenus plus élevés qui ont encore plus besoin de budget. Parce que les gens que je rencontre qui ont des revenus très faibles, souvent, ils savent exactement où va leur argent. Hein. Ils savent que, il y a tel montant qui va au loyer, tel montant de nourriture, il n'y en a pas plus que ça. Donc, c'est souvent les gens qui ont des revenus plus élevés qui ont besoin de cet outil-là. Et la façon de le faire, c'est d'utiliser un outil budgétaire. On en fournit un aux gens, mais il y en a plein qui existent là, sur Internet et autres. Mais encore là, il faut savoir c'est quoi les étapes pour faire un budget. Puis ça, c'est un des points que je veux parler parce qu'on a le temps de le détailler ensemble. Là. Oui. La première étape... Oui, vas-y, Denis. Oui, mais j'allais dire, c'est important de le faire et les gens qui ont moins d'argent font peut-être le budget sans s'en rendre compte parce qu'ils doivent surveiller leur argent. Ouais. Mais c'est vraiment une machine qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Et faites l'exercice juste pour le fun de faire un budget, vous allez voir que vous allez faire le saut. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je dis à mes clients. Puis s'ils le font de la bonne façon en plus, puis c'est un peu ça que je veux dire, ça permet d'avoir vraiment une carte routière, si on veut, de nos finances, puis de savoir où on s'en va. La premier élément qui est important avec un budget, c'est la partie collecte d'informations. Fait que tu sais, quand les gens viennent me voir, la première chose qu'on fait, c'est sûr que on va y aller avec les moyens du bord. On va y aller avec le relevé bancaire, les relevés de carte de crédit, on va y aller avec ce que les gens savent de leur
leur situation, et puis on va établir avec ça des stratégies. Mais si on va aller plus loin pour établir un vrai budget, la première chose, là, c'est que moi, ce que je suggère à mes clients, c'est 2 à 3 mois, on va inscrire nos dépenses. Donc, on va garder nos papiers à tous les jours dans nos poches quand on fait une dépense. À la fin de la journée, on va l'inscrire sur un document. Ce document-là, idéalement, il va être par catégorie. Les catégories standards, là, c'est logement, déplacement, nourriture. Et là, on peut se faire différentes catégories dépendamment de ce qu'on veut observer. Donc, nous, on a un gabarit pour ça. Donc, on collecte l'information pendant 2 à 3 mois pour se faire une espèce de moyenne de dépenses par mois. Donc, c'est collecte d'informations, on se calcule une moyenne de nos dépenses par mois. Et ce que je dirais par expérience, les gens qui le font en regardant strictement leur relevé une fois par mois ou qui le font une fois par semaine, puis ils marquent leurs dépenses, ils oublient des choses. On oublie des dépenses cash, on oublie de l'argent qu'on a prêté, on oublie différents éléments. Et en plus, des fois, si on veut le faire par catégorie puis qu'on regarde juste nos relevés, on sait pas qu'est-ce qu'on a vraiment dépensé. Tu sais, des fois, Walmart ou Canadian Tire, ça peut être bien des choses. Fait que tu sais, si on le fait à mesure, on sait ce qu'on a dépensé, puis on peut le mettre tout de suite dans la bonne catégorie pour se faire un schéma clair. Ensuite de ça, moi, je suggère aux gens toujours de comparer leur moyenne aux barèmes standards. Nous, on a des barèmes canadiens qui sont utilisés. Quel pourcentage de notre revenu devrait être alloué, exemple, au logement, à la nourriture? Donc, quand les gens comparent leur budget à ces moyennes-là, ça permet d'identifier à quelle place ils sont hors normes. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument couper quand on est hors norme. Il y a toutes sortes de choix dans la vie qu'on peut faire. Il y a des gens qui veulent avoir une très belle voiture puis qui ça ne leur dérange pas d'avoir un petit appartement et vice-versa. Il y a des gens qui veulent une belle maison mais que ils dépenseront pas, ils iront jamais au resto. Donc ça, c'est des choix que les gens font. Puis ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut être conscient de où on dépasse ces barèmes standards-là, juste pour savoir, OK, est-ce que je suis conscient que moi, je mets plus d'argent dans tel poste budgétaire que les autres ne font pas. Une fois qu'on a pris conscience de ça, l'étape suivante, c'est de se fixer des objectifs avec à savoir si on veut modifier des comportements. Parce qu'un budget, là, c'est une estimation de ce qu'on voudrait dans le futur. Donc, on a collecté l'information, on a regardé notre moyenne de dépenses par mois dans différentes catégories, on la compare aux différents barèmes canadiens, c'est ce qu'on fait avec nos clients, et après ça, on se fixe des objectifs de quel poste budgétaire on voudrait diminuer, par exemple, puis quel poste qu'on pourra se permettre d'augmenter. Et ça devient notre budget réel. Et la dernière étape du budget, une fois qu'on a tout fait ça, c'est de valider si le budget qu'on vient de se faire, nos objectifs financiers qu'on vient de se fixer, si on est capable si on arrive vraiment à les respecter, c'est-à-dire que, exemple, le mois suivant ou l'autre mois d'après, si on refait l'exercice de collecter notre information et de calculer notre moyenne, on devrait arriver pas loin de notre budget. Et si on n'arrive pas, là, il faut entre guillemets, se discipliner pour être capable d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés ou devoir peut-être reviser nos objectifs s'ils sont pas réalistes. Donc ça, c'est la première étape de 4. C'est l'établissement d'un budget solide, comparaison avec nos dépenses. Tout ce que je viens de dire, là, c'est la première des 4 étapes pour se redresser d'un point de vue financier. Et c'est un outil qui va servir toute sa vie finalement, parce que si on prend l'habitude de se passer un budget et on continue cette bonne habitude-là et cette discipline-là, ça va nous permettre de réaliser des choses qu'on n'aurait peut-être même pas pensé qu'on peut réaliser avec les revenus qu'on a. Absolument, parce qu'avec un budget, c'est avec ça qu'on va estimer comment d'argent on se met de côté pour un projet. C'est comme avec ça qu'on va estimer l'argent qu'on se met de côté pour la retraite. C'est avec ça qu'on va estimer des dépenses qui s'en viennent. Donc, c'est super utile comme outil. Vers la deuxième étape. Oui. Deuxième étape, en fait, c'est d'analyser si on a des difficultés financières avec ce budget-là, c'est quoi notre capacité de paiement de nos dettes. Okay. Donc, si on vient de faire cet exercice-là, on est capable de dégager un montant d'argent de disponible et ce montant d'argent de disponible-là, c'est ce qu'on a de disponible pour payer nos dettes. Donc, l'étape 2, c'est qu'est-ce qu'on a disponible pour payer nos dettes ou c'est qu'est-ce qu'on a disponible pour placer. C'est ça qui est important dans cette étape-là. L'étape 3, là, il faut analyser chacune des solutions possibles. Une fois qu'on a regardé clairement notre capacité avec notre budget, puis qu'on a déterminé clairement c'est quoi notre capacité de paiement de dette, de un, il faut regarder est-ce que cette capacité de paiement de dette-là fait que on va être capable de payer nos dettes dans un délai raisonnable que moi je considère être un gros maximum de 5 ans. Si on est capable d'avoir un plan de match dans lequel notre budget nous dégage un montant et ce montant-là va nous permettre de baisser nos dettes jusqu'à arriver à 0 dans 5 ans, on a réussi, on a un plan de match qui se tient. Si on n'arrive pas dans un délai de 5 ans, là, il faut aller justement
à l'autre étape, l'étape 3, qui est d'analyser les solutions possibles qu'on a. Et c'est le bout qu'on fait, que les gens utilisent beaucoup de notre expertise pour regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils se rendent compte que ça arrive pas. Donc, nous, on refait l'exercice du budget avec eux pour s'assurer qu'il s'est bien fait. On fait l'analyse de la capacité et là, on va regarder les solutions. Et les solutions, là, ils sont multiples. On en a déjà parlé de quelques-unes là dans nos premières chroniques, mais ça peut aller de la vente d'actifs excédentaires, de la remise d'actifs trop chers, de véhicules, de roulottes ou autres. Des fois, il y a des remises volontaires possibles. Il y a différentes stratégies qu'on peut faire avec ça. Des refinancements hypothécaires, consolidation de dette, proposition de consommateurs, proposition concordataire, faillite. Donc, toutes ces solutions-là, on en a déjà abordé. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais la troisième étape, c'est l'analyse de ces solutions-là, à voir quelle de ces solutions-là nous convient. Et il faut toujours que cette solution-là respecte notre étape 2, c'est-à-dire, c'est quoi notre réelle capacité de paiement de dette. Si on ne respecte pas ça, j'ai des gens que ça donne rien de faire une faillite avec eux parce que si on a un budget qui débalance malgré la faillite, on n'a rien réglé. Donc, il faut commencer par avoir un budget qui balance et après ça, on règle les dettes avec la meilleure manière qui est l'étape 3. Alors là, je comprends bien, les 2 premières étapes nous permettent d'éviter d'aller rencontrer un syndic ou d'aller chercher des éléments plus corsés ou plus tordus un peu qui nous permettent d'aller régler des problèmes majeurs, là. Ça se fait de façon autonome, absolument, l'étape 1 et 2 pour les gens qui veulent le faire puis qui se sentent confortables, mais ça arrive fréquemment, je vous dirais, qu'il y a presque la moitié de nos clients là, qu'on les aide à faire l'étape 1 et 2 puis ils se rendent, après ça, ils sont corrects. Ils n'ont même pas besoin de nous pour l'étape 3 et 4. L'étape 1 et 2 est suffisante parce qu'on le fait de façon très rigoureuse avec eux. Mais il y a des gens qui sont capables de le faire tout seuls, sans aide, effectivement. L'étape 3, ben là, c'est plus dur parce que là, les gens qui veulent savoir, ben comment ça marche une faillite, une proposition, un redressement, une consolidation de dette, on a besoin de quelqu'un d'externe dans ce moment-là pour nous expliquer puis nous faire les calculs. Là. OK. L'étape 4, ça serait quoi? Ben, l'étape 4, après ça, ben, c'est de s'assurer que la solution qu'on a prise, elle fonctionne, elle règle nos problèmes et cette étape-là, ben, nous, c'est une étape d'accompagnement. Hein. Donc, si les gens, exemple, on a regardé la situation puis on a suggéré à la personne de faire une consolidation de dette, ben, on va la coacher pour, comment négocier avec les institutions financières dans son contexte à cette personne-là qui est mieux d'aller voir et comment, quel est le maximum de paiement qu'elle devrait faire par mois. Donc, nous, on va les accompagner là-dedans. Si c'est un cas de faillite ou de proposition, ben là, évidemment, on va les accompagner par les rencontres prévues par la loi. Il y a des rencontres pour la fixation d'objectifs financiers, la gestion budgétaire, comment rebâtir son crédit. C'est toutes des rencontres qui sont prévues dans le processus d'accompagnement de ces solutions-là. Donc, dépendamment de la solution, ben là, on va les accompagner et il faut que les gens aussi s'assurent que la stratégie, une fois qu'on l'a choisie, qu'elle demeure vraie parce que ça nous arrive des fois la consolidation de dette fonctionne, elle a fait, ça passe, tout va bien. Ben là, si 6 mois après, la personne perd sa job, ça se peut bien que la solution marche plus, là. Ah oui. Là, il faut se réajuster et refaire ce travail-là pour s'assurer qu'on a une solution viable. T'as fait 1 mois ou 2, c'est pas un problème pour ben des gens, mais si on a une solution qui est pas viable après 6 mois, après 8 mois, ben là, il faut se rasseoir puis changer notre analyse, là. Donc, c'est l'étape 4, c'est un rajustement constant en fonction de s'assurer que notre stratégie fonctionne, qu'on a les ressources nécessaires aussi. Des fois, ça va aller jusqu'à avoir un intervenant pour des gens, exemple en santé mentale, comme on a dit dans le cas de Victor, oui. Dans les cas où les gens ont des problèmes ponctuels, hein, que ce soit des problèmes de drogue, d'alcool. Donc, on s'assure qu'ils ont l'accompagnement nécessaire pour que les autres causes sous-jacentes à leurs problèmes financiers soient aussi réglées ou demeurent en contrôle, là, du moins. Là. Génial. Le temps coule vite, encore beaucoup trop vite d'ailleurs. J'aimerais juste qu'on passe une parenthèse vite fait, il nous reste à peu près 1 minute. J'aimerais qu'on parle de l'état des dossiers qui rentrent à l'heure actuelle versus l'état des dossiers qui rentraient en 2019. Là. Comment ça se présente de ton côté, Pierre-Paul? Oui, ben ce qu'on remarque présentement, c'est une très très grande hausse là, des dossiers commerciaux, là, donc qui est équivalente à pré-pandémie. Donc on est très occupé de ce côté-là. Okay. Fait que on va voir quand les chiffres vont sortir, là, mais je m'attends à ce que ça soit là très occupé partout. Et pour ce qui est des individus, ben ce qu'on remarque, c'est qu'en Ontario, c'est revenu là au niveau pré-pandémique. Nous autres au Québec, on est encore un petit peu en dessous, mais faut s'attendre à ce qu'avec la récession qui risque de s'en venir ou le semblant de récession, peu importe comment on le regarde, là, ben il va y avoir des gens effectivement qui vont venir nous voir. Puis on s'attend à ce qu'on soit là très très bientôt, si on n'est pas déjà dedans là, au niveau de 2019, là, donc avant pandémie. Là. Donc on y va. Alors, rapidement, vous rappelez les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher.
Oui, donc la Casse et Associés, les gens peuvent nous rejoindre sur notre site internet lacassesyndic.com ou sur notre Facebook La Casse et Associés. Ils peuvent nous rejoindre également au 1-844 La Casse. Donc on est là pour aider les gens dans cette période tumultueuse. Super. Merci beaucoup encore une fois, Pierre-Paul. Merci, Denis.